santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. À Washington, où il est l'invité spécial aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe a rencontré la directrice exécutive du Millennium Challenge Corporation, MCC, et également participé à une session de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Le président de la République fait ainsi découvrir les potentialités du pays en matière d'innovation en termes de réformes économiques et agricoles. Les détails à suivre dans ce journal. Le mois du consommé local est officiellement lancé au Togo. Tout un mois pour valoriser le savoir-faire et surtout le Made in Togo sous toutes ses formes. L'actualité, c'est également la signature de la tant attendue convention collective des journalistes et techniciens des médias du Togo. Un document de 35 pages qui fixe désormais les conditions d'exercice de la fonction de journaliste, les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé. Et puis, après 2 ans d'absence, le festival Africa Sings revient cette année. Un festival de chant choral qui promet bien de surprises. Et le promoteur et responsable du groupe Africa Sings nous en dira un peu plus. Il est l'invité du 20h. Monsieur Jean Lolognon Dogui, bonsoir. Bonsoir. Et à très bientôt. À très bientôt. Voilà donc pour les titres. Nous débutons cette édition, ce journal, avec le séjour du chef de l'État en terre américaine. En marge des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale auquel il prend part en tant qu'invité spécial, le président Faure Nyazingbe s'est entretenu avec la directrice exécutive du Millennium Challenge Corporation. Une occasion pour les 2 interlocuteurs d'évoquer le partenariat entre le Togo et le programme MCC. Des précisions avec Joseph Amiga. Tête à tête entre le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, et la directrice exécutive de Millennium Challenge Corporation, Madame Alice Albright. La rencontre à laquelle ont assisté la délégation accompagnant le président de la République ainsi que des cadres de l'organisme américain a été l'occasion d'évoquer l'état d'avancement du partenariat entre le Togo et le MCC. Le chef de l'État a salué l'engagement mutuel des 2 parties dans la mise en œuvre du programme Threshold. Pour sa part, la directrice exécutive du MCC, Madame Alice Albright, s'est félicitée des performances réalisées par le Togo dans plusieurs domaines qui concourent au renforcement de la gouvernance. Ces avancées sont en adéquation avec les indicateurs d'évaluation de la carte des scores pour l'éligibilité au programme compact du Millennium Challenge Account. Le Togo a réaffirmé sa détermination à poursuivre les réformes engagées dans plusieurs domaines pour l'amélioration continue des politiques publiques au bénéfice des populations. Le Millennium Challenge Corporation conduit avec le gouvernement togolais un programme seuil d'appui dans les secteurs de la justice, de la liberté économique et l'investissement dans le capital humain. Le chef de l'État a également proposé des pistes de solutions pour une résilience des pays face à la crise alimentaire qui frappe la planète. C'était lors d'une session de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Nous retrouvons Joseph Amigan. À Washington, où le chef de l'État prend part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, une rencontre de haut niveau a été consacrée à la flambée des prix des engrais et les conflits internationaux qui restent une préoccupation pour les pays africains qui vivent aujourd'hui de façon récurrente des crises alimentaires ces dernières années. L'objectif de la rencontre étant de mener des réflexions pour apporter des réponses urgentes et durables. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, invité spécial de cette session, a, dans son intervention introductive, donné des orientations précises pour circonscrire les enjeux autour de la résilience du système alimentaire et de l'accès aux engrais.
Le chef de l'État a d'abord posé le diagnostic de la problématique qui constitue une préoccupation permanente et principale de par le monde. La problématique de la sécurité alimentaire ne peut être appréhendée du seul point de vue du volume de la production des denrées alimentaires, mais il convient également de prendre en considération la question de l'accès aux dites ressources alimentaires, a dit le chef de l'État. En présence des dirigeants, ministres, partenaires au développement, industriels et chercheurs, le chef de l'État togolais a proposé des pistes de solutions en 5 points pour une résilience du système. Le président de la République a ensuite lancé un appel aux partenaires pour un appui conséquent au pays dans leur politique de sécurité alimentaire. Prenant l'exemple du Togo, avec l'amélioration du climat des affaires, le président de la République, Faure Gnassingbé, a insisté sur l'implication du secteur privé, car pour lui, les investissements privés sont la clé de la sécurité alimentaire nationale. Depuis le début de ce mois d'octobre, vous l'aurez remarqué, nous sommes dans le consommé local. La 3e édition de cette initiative du gouvernement vient d'être officiellement lancée du côté d'Anéran. Elle fait un clin d'œil aux très petites et moyennes entreprises du Togo. Écoutez ça là pour des précisions. L'augmentation de ces ventes sont dues. Parole aux jeunes entrepreneurs à cette 3e édition du mois du consommé local. Ils sont nombreux à tirer profit de cette initiative instaurée en 2019. Quelques-uns parmi eux ont saisi l'occasion de cette 3e édition pour exprimer leur gratitude au gouvernement. Tous ont augmenté de 40 voire 50% leur chiffre d'affaires. Grâce au mois du consommé local, nos produits sont aujourd'hui distribués dans 47 pharmacies du Togo, tous les supermarchés champions, les supermarchés Ramco et plein d'autres boutiques. Il y a un meilleur accueil à nos produits. Et je tiens encore à remercier le gouvernement pour cet environnement qu'il crée au quotidien. Mais des difficultés persistent. L'accès au financement en est la principale. Le gouvernement promet d'y remédier. Les problèmes soulevés par nos entrepreneurs trouveront inévitablement leur solution à travers les mécanismes de financement qui vont être améliorés dans le cadre de cette réforme qui a déjà mis en place une agence d'appui aux TPME qui consolidera tous les efforts du gouvernement, aussi bien financiers qu'en termes de renforcement de compétences et de capacités. Nous rassurons les entrepreneurs que le président de la République en fera toujours plus. Faire plus, c'est justement le vœu exprimé à travers la thématique de cette 3e édition, officiellement lancée par le ministre en charge de la consommation locale. Elle veut faire de la consommation des produits locaux un facteur d'investissement pour les très petites et moyennes entreprises. C'est faire en sorte qu'en poussant véritablement à l'investissement sur ce segment des TPME, nous puissions en même temps promouvoir la consommation locale. Le mois du consommé local, qui est à sa 3e édition, a donné déjà des résultats très satisfaisants et nous pensons continuer de travailler en synergie avec les acteurs concernés pour que les obstacles qui subsistent, nous puissions progressivement les lever pour que nos TPME puissent non seulement accéder au marché communautaire, mais qu'elles puissent mieux se préparer pour ce grand marché, ce vaste marché de l'AZLECAf, un marché de près de 1,3 milliard de consommateurs. La place accordée aux jeunes entrepreneurs par le gouvernement est saluée ici par la représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Togo. Elle s'est particulièrement réjouie de l'intérêt porté aux très petites et moyennes entreprises à cette édition. Le Togo est l'un des premiers pays de l'Union à créer un ministère en charge de la consommation locale, démontrant ainsi sa volonté de faire de la consommation locale un levier de son développement économique. Le consommé local, plus qu'un concept, est un mode de vie
qu'il faudra adopter afin de créer des conditions favorables à l'initiative privée et à l'accroissement de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour accentuer la promotion des produits made in Togo, le ministère du Commerce a officialisé 2 nouvelles plateformes digitales, Togonim et Nam Asia, destinées également à dénoncer des spéculations sur les marchés. Les meilleurs distributeurs des produits locaux au concours de l'édition précédente ont reçu leur récompense. Le premier prix décerné à l'épicerie Le Levant. On l'a donc compris, les jeunes entrepreneurs togolais s'illustrent aujourd'hui dans bien de domaines. Leurs produits attirent l'attention tant sur le territoire national qu'à l'extérieur. Et à l'occasion de cette 3e édition du mois du consommé local, un stand est justement ouvert à la mairie d'Anéor pour faire découvrir ces produits aux populations. Visite guidée avec Ekwesala. Des ministres à bord de ces voiturettes conçues et montées par des jeunes Togolais. Direction le marché occasionnel installé aux abords de la magnifique embouchure d'Anéro. Ici, des produits 100% togolais exposés au public. Il y en a pour la consommation alimentaire, l'hygiène corporelle, mais aussi des produits vestimentaires. Yawa est là pour faire la promotion de ces cosmétiques. Nous valorisons tout ce qui a trait aux soins de cheveux, aux soins corporels et aux soins de visage. Nous avons ici le savon de visage qui est très bon pour les hommes comme pour les femmes. C'est à base de collet, l'huile rouge sans sel. En plus de ça, nous utilisons la bave d'escargot. Pourquoi? Parce que c'est très riche en collagène. Tout ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des produits venus de l'extérieur, non, mais c'est fait avec nos 10 doigts. Ce sont des produits agricoles que nous transformons, que nous faisons nous-mêmes. Ici, vous pouvez trouver les pagnes traditionnelles et puis les habits traditionnels, tout ce qui est fait à la main et de chez nous. S'il y a des cérémonies d'anniversaire, de fiançailles, de dot, c'est à ce moment-là que nous nous vendons. Vu que c'est le mois du consommé local, donc j'ai profité pour exposer et me mettre sur le marché aussi pour que d'autres puissent venir acheter et parler et sensibiliser aussi pour que le Togolais achète le local. La santé trouve également toute sa place dans les vitrines. Sur l'un des stands, Kokouvi vante les mérites de ces 2 alicaments, du jus et du vin rouge, produits à base de bissap et du gingembre. C'est des produits qui sont destinés à toutes les couches. C'est-à-dire, nous avons pensé aux enfants, aux jeunes, ceux qui veulent l'énergie pour le travail, et à nous, les hommes aussi, parce que souvent, les choses que nous mangeons maintenant font que quelques années plus tard, on devient impuissant, on devient tellement faible. Et ces choses que quand on les prend, ça régularise l'organisme et ça redonne la vigueur, ça active les nerfs. Donc nous exhortons la population, surtout que nous sommes au moment de consommer local, à s'intéresser à ces produits qui sont fabriqués chez nous, afin que nous puissions valoriser et promouvoir la consommation locale. La vingtaine de stands installés ici reste ouverte sur une semaine. Une visite, un achat et vous faites votre part pour encourager les producteurs locaux. Merci Ekwesala donc pour cette invitation. Et bon nombre de ces produits justement proviennent de l'agriculture nationale. Et ce matin, une conférence publique a été organisée sur la place des semences paysannes dans les politiques agricoles au Togo. L'idée est de parvenir à une souveraineté alimentaire dans le pays. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et agriculture toujours avec cette haute avancée majeure. Un incubateur vient d'être implanté au sein de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. C'est une unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires qui permettra de détecter les technologies agricoles innovantes, matures, pouvant être mises sur le marché. Des précisions avec Clarisse Atticle. Un incubateur pour l'éclosion des start-up agricoles. L'unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires UVI-2A est logée dans l'enceinte de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Les entrepreneurs ayant des projets ou technologies agricoles ou agroalimentaires à fort impact économique y seront accompagnés. Cette unité est censée apporter de l'innovation, accompagner les chercheurs à valoriser leur innovation et leurs résultats de recherche. L'un des problèmes là que nous avons remarqué, c'est que les innovateurs innovent, mais ils ne savent pas qu'ils vont
protéger leur innovation pour qu'ils gagnent plus. Et donc, ils innovent, ils laissent, et puis les gens multiplient. Et donc, après la formation, il faut maintenant procéder au brevetage. Et ensuite, maintenant, les accompagner, il faut produire le business plan et les soutenir auprès des partenaires financiers. À travers l'incubateur UVI2A, 30 projets agricoles seront soutenus sur une durée de 2 ans. L'idée, c'est surtout de détecter les technologies agricoles susceptibles de booster l'agriculture togolaise. 20 inventions agricoles seront brevetées et 10 entreprises agroalimentaires créées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche appelle à un focus spécial sur la transformation et la valorisation des produits locaux pour ainsi encourager la consommation locale. Au-delà de la valorisation des titres et des brevets à émettre, il faut aussi que nous puissions savoir de quoi nous avons besoin pour nourrir la population togolaise et nous focaliser là-dessus et faire de ces productions fondamentales ce qui est essentiel pour nourrir nos populations. C'est après que nous penserons à l'internationalisation des choses. Aujourd'hui, vous allez voir, tous les paysans sont versés à la culture du coton. Combien de gens sont en mesure de transformer ce coton? Nous devons penser désormais à cette transformation de ces produits localement chez nous pour que nous puissions leur donner une certaine valeur ajoutée. L'incubateur UVI2A est mis en place grâce au financement de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, à travers son projet Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA. En temps de crise sanitaire, comment le journaliste devra-t-il traiter l'information et quels sont les paramètres à prendre en compte afin d'éviter de créer encore plus de tensions au sein de la population? Et ceci repose sur une question de meilleur rapport entre forces de défense et de sécurité et professionnels des médias. Et la question a justement été au cœur d'une rencontre de 3 jours à Kalimé, organisée donc cette semaine. Le compte-rendu de la rencontre avec Ulrich Amega. Dans un contexte de menaces sécuritaires et d'extrémisme violent, diverses informations circulent sur les médias. Informations dont il peut être difficile d'établir la véracité. Au niveau de la presse écrite, c'est la presse en ligne au carrefour de la diffusion rapide des informations. On sait spécialement pourtant qu'aucune étape n'est à négliger avant publication d'un article. Ceux qui commettent ces attaques-là cherchent à créer une psychose au niveau de la population. Donc, nos informations doivent être des informations rassurantes. Une mauvaise information relative à la sécurité parue dans la presse, donnée à la radio ou passée à la télé, peut être source d'instabilité nationale. Déblayer le couloir pour une communication dynamique entre forces de défense et de sécurité et professionnels des médias devient plus qu'une nécessité. C'est vrai que le journaliste doit aller au-delà donc des faits, au-delà de l'information, du paraître du visible qu'on lui donne. Mais pour ces périodes-là, il faut nécessairement attendre l'information officielle avant de savoir ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous créons quand même cette osmose-là, nous créons cette ambiance de convivialité, nous apprenons à nous connaître. Travailler ensemble. Corps habillé et journaliste pour la préservation de la paix et pour lutter contre l'extrémisme violent. Voilà des questions sur lesquelles nous avons travaillé pendant ces 3 jours, apprendre les bonnes pratiques. La préoccupation est partagée par l'ambassade des États-Unis au Togo. La représentation américaine donne l'arsenal adéquat aux journalistes pour dire non à l'intoxication des populations. Les relations entre les médias et les forces de défense sont délicates par nature. Cela se justifie par la différence d'objectifs de chacune des 2 institutions. Néanmoins, les forces armées ont besoin des médias et l'inverse aussi est vrai, particulièrement au moment où le Togo est touché à son tour par des attaques. Et les médias sont le premier visage de la population. La formation a duré 3 jours. Elle a rassemblé une trentaine de directeurs de publications de presse écrite et presse en ligne. Hors du Togo, au Burkina Faso, un président de transition doit être désigné en cette fin de semaine. Le capitaine Ibrahim Traoré avait rassuré peu après sa prise de pouvoir qu'il ne ferait qu'expédier les affaires courantes. Et 2 semaines après ce second putsch, les assises nationales rassemblent des représentants de l'armée, de la police, des organisations religieuses et de la société civile burkinabé.
Qui tiendra le gouvernail de la transition au Burkina Faso après le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré il y a 2 semaines? Le verdict à l'issue des assises nationales du pays qui ont lieu ce vendredi. La messe connaîtra la participation des représentants de l'armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis politiques et des déplacés internes. L'objectif de l'initiative, examiner et adopter la charte de la transition, mais aussi désigner son président. Le capitaine Ibrahim Traoré pourrait conserver son fauteuil. Des voix souhaitent que la tête d'affiche du coup d'État du 30 septembre soit désignée président du Faso. Son atout, l'adhésion des populations à son coup de force, même s'il a assuré qu'il ne ferait qu'expédier les affaires courantes. Civil ou militaire, le futur président de la transition aura entre autres défis la lutte contre les groupes armés, plus de 40% du territoire échappant au contrôle de l'État, et devra aussi s'atteler au retour à l'ordre constitutionnel à travers des dirigeants élus. Retour en page nationale avec cet événement qu'on qualifierait d'historique pour la presse togolaise. La convention collective des journalistes et techniciens des médias a enfin vu le jour. Un document de 35 pages qui fixe désormais les conditions d'exercice de la fonction de journaliste au Togo, également les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé. Efficacité, professionnalisme, mais aussi et surtout meilleures conditions de travail pour les journalistes. Des précisions avec Ulrich Amega. Au jour le jour, le paysage médiatique togolais s'élargit. L'on en compte plus de 200 presses écrites, en ligne, radio et télévision. Mais force est de constater que ce monde fait face de plus en plus à certains défis. Professionnalisme et conditions de travail précaires des hommes de médias. Une habitude avec laquelle les organisations de presse ont décidé de rompre. Cette signature de convention en est la preuve. Elle vient situer les responsabilités de l'employeur et de l'employé. Il va falloir à partir d'aujourd'hui faire en sorte que le journaliste togolais, surtout celui du privé, devienne ce travailleur qui est déclaré au niveau de la caisse, qui a tous les droits de travailleur, qui peut aller en congé, qui peut toucher un salaire à la banque et qui peut contracter un prêt, qui peut avoir une assurance maladie, qui peut également pouvoir vivre de façon décente. Maintenant, un journaliste, quand il sera employé, quand cette convention sera dans son application effective, il sera tenu compte de beaucoup de paramètres. C'est son niveau d'études, son ancienneté. Il y a une grille qui est associée à la convention collective. Cette grille devra lui être appliquée. Son travail doit être reconnu. Efficacité, excellence, innovation et liberté de la presse. C'est ce qui caractérise l'action gouvernementale à l'endroit de ce 4e pouvoir. Le gouvernement au devant d'ailleurs de l'aboutissement de ce document, fruit d'un long processus. La responsabilité du devenir de la presse dans notre pays est une responsabilité partagée. Et de ce point de vue, moi je voudrais encore rappeler et garantir que sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'État jouera sa partition. L'État a déjà commencé à jouer sa partition et il continuera dans ce sens-là. Il soutiendra différentes sociétés de presse aujourd'hui dans les quêtes de facilité auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, auprès de l'OTR, l'Office togolais des recettes, parce que l'assainissement du secteur des médias et l'assainissement du secteur de la presse est une clé pour le développement de notre pays. 1 an, c'est le moratoire retenu pour l'application des 104 articles inscrits dans ce document de 35 pages. Concrétisation de l'une des recommandations des États généraux de la presse tenue en 2014. Cette cérémonie donne également lieu à un événement qui marque le mois international de la fille. Mademoiselle Ayaba Agbeko jouera le rôle de ministre de la Communication et des Médias pour la période. De quoi mettre en exergue l'initiative Filles aux commandes. Les 48 délégués qui siégeront au sein du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour les 3 prochaines années sont désormais connus. Et c'est à l'issue de la proclamation des résultats du vote en ligne qui a eu lieu courant septembre. Et les résultats ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante qui supervise le processus. Issa Karouna, pour des précisions. Nous avions 6 candidats et le délégué élu est M.
C'est l'épilogue de l'élection des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Les 48 nouveaux membres sont connus depuis ce mardi, aboutissement d'un processus lancé en juillet dernier par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet. La compétition a été supervisée par une commission électorale indépendante. La campagne électorale s'est déroulée dans un esprit de convivialité, de patriotisme et de respect mutuel. Sur un nombre total de 157 188 électeurs inscrits, 144 659 ont effectivement participé au vote, soit un taux de participation de 92,03%. Ainsi, les résultats présentés sont fiables, sincères et reflètent les choix effectifs des électeurs au sein de la diaspora togolaise. Un taux élevé qui traduit, selon le président de la commission, l'engouement de la diaspora dans la construction du pays. Le HCTE devra travailler à maintenir la flamme allumée. Votre expertise, votre vision et les défis que vous comptez relever, conformément aux engagements pris, devraient rester au cœur de vos actions durant toute la mandature afin de répondre avec efficacité au rôle dévolu aux délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Les résultats sont disponibles sur le site officiel du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. L'investiture des élus aura lieu en novembre prochain, fin de la mandature actuelle. Rassurez-vous, vous êtes toujours dans le journal de la musique de Chankora, donc pour annoncer le retour du festival Africa Sings après 2 années d'absence. Et nous sommes sur ce plateau, je vous l'annonçais dans les titres, avec le président du comité d'organisation justement d'Africa Sings, Monsieur Jean Lolognon Dogbé. Monsieur Dogbé, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Monsieur Dogbé, on le dit, il y a 2 ans que nous n'avons pas vu Africa Sings sur la scène culturelle togolaise. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour parler de ce festival qui s'annonce déjà la semaine prochaine à Lomé. 2 ans d'absence compte tenu de ce que nous avons connu, que nous appelons le corona. Ça a permis que tout était mis en veilleuse. Et maintenant que les événements culturels reprennent, nous avons décidé de faire revenir Africa Sing 10 ans après à Lomé. Et Africa Sing qui a sa 6e édition, qui a été organisée dans plusieurs pays, au Ghana, au Burundi, à Londres, en France. Et ça revient dans notre pays après 10 années de sa création. D'accord. Avant de parler justement de l'anniversaire, du 10e anniversaire, alors rassurez-moi, c'est Africa Sings ou Africa Sing? Africa Sings. Sings, d'accord. Alors Monsieur Dogbé, pour cette année, on l'a donc compris, Africa Sings fête ses 10 ans, souffle 10. Tout à fait. C'est sa 10e bougie. Ouais. Alors, 10 ans, 6e édition du festival. Alors, qu'est-ce que vous réservez au public? À l'occasion de ces 10 ans du festival, et nous vous assurons que ça va être une célébration comme cela se doit. Nous recevons à l'occasion de ce festival, j'allais dire, des chœurs exceptionnels qui viennent de l'Afrique du Sud,
du Ghana, du Nigeria, du Burundi, du Rwanda, du Bénin également, mais également de notre pays, le Togo. Au-delà des concerts qui seront des concerts festifs, nous organisons également des ateliers de formation qui seront animés par des formateurs qui viendront des États-Unis dans le domaine du jazz gospel et de négro spirituel, mais également des formateurs qui viennent également de la France dans le domaine de la direction de chœur. Nous avons des formateurs qui viennent de l'Angleterre également, qui formeront dans le domaine de l'art choral, du gospel, et également beaucoup d'autres ateliers qui sont programmés. Donc au cours de ces 5 jours de festival, il y a 10 concerts qui sont organisés pour la première fois, et des concerts du matin, des concerts de l'après-midi, mais également des grands concerts du soir, auxquels nous invitons tout le monde à venir regarder, car ce sera véritablement, comme nous le disons, du bruit divin. Du bruit divin. Monsieur Dogbe, ces concerts seront payants? Tout à fait. Il y a, vu la situation socio-économique que traverse le monde en général, nous avons voulu faire certains concerts gratuitement. Ce sont des concerts de matinée et des concerts de l'après-midi qui se dérouleront à la Blue Zone de Kakaveli, et les concerts du soir qui seront les grands concerts. Déjà le mercredi 19 octobre au Collège Protestant, ce sera le Ouezon concert. Donc tous les chœurs du Togo donneront de la voix pour dire les bienvenus à tous ces nombreux festivaliers. Ils sont au total 1000 festivaliers qui fouleront le sol togolais. À partir de mardi, les invités commenceront par arriver. Et donc le premier concert du soir au Collège Protestant de Lomé à 19h. Le deuxième concert du soir, ce sera au Palais des Congrès le jeudi 20 octobre. C'est le concert cérémonie d'ouverture. Je vous assure, ce sera véritablement du bruit divin. Et c'est un concert payant, 2022 francs et 5022 francs. Les 22 francs, c'est une action sociale que nous voulons apporter aux hôpitaux du Togo. C'est notre part, c'est le côté social du festival, parce que le festival que nous organisons, ce n'est pas seulement le spirituel. Il y a le côté culturel, il y a le côté social, également le côté éducatif qui est les formations et les séminaires que nous organisons. D'accord. Alors, Monsieur Dogbe, on a compris, enfin, peut-être que je ne l'ai pas dit au début, vous êtes compositeur, pianiste, promoteur d'événements culturels. Alors, on a compris, vous serez également parmi les formateurs durant le festival. C'est ma volonté d'être parmi les formateurs. Vous savez, quand on est président du comité d'organisation, c'est véritablement lourd. Je continuerai toujours pas courir parce que vous savez, tout n'est pas prêt comme on le dit. Sur le côté logistique des concerts, nous sommes prêts, mais le côté financier, nous ne sommes pas totalement prêts. C'est pour cela que je continuerai pas courir, et je lance un appel du haut de ce plateau de la télévision nationale de faire appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteront apporter un soutien à ce festival. C'est le Togo qui gagne, ce n'est pas la personne de Jean Lolognon Dogbe, mais c'est la vitrine du Togo, la paix retrouvée de notre pays, le Togo, à travers la volonté du chef de l'État d'offrir une visibilité croissante de notre pays, le Togo, vers l'extérieur. C'est pour cela que j'appelle à toutes les bonnes volontés qui souhaiteront apporter un plus pour recevoir tous ces invités qui viennent chez nous pour célébrer la culture, célébrer la spiritualité, célébrer le social, célébrer l'éducatif. D'accord. Alors, Monsieur Dogbe, avant de vous laisser repartir, peut-être une dernière question. Quelles sont les perspectives pour Africa Sings qui a 10 ans cette année? Les perspectives d'Africa Sings, c'est d'arriver, de donner l'opportunité à la jeunesse talentueux dans le domaine de la musique, arriver à mettre en place, surtout au Togo, pour permettre de desservir la sous-région, un conservatoire de musique proprement, dit pas des centres de musique, mais des conservatoires de musique qui va permettre à nos jeunes de se former et de s'ouvrir également vers d'autres universités de musique. Également promouvoir nos langues à travers ce festival, parce que ceux qui viendront regarder ce festival Africa Sing, ils comprendront que tous les chants
qui seront véhiculés au cours de ce festival seront des chants africains. Nous ne chanterons pas des chants extérieurs, mais des chants africains. Nous allons promouvoir la culture, les danses africaines et tout. Et c'est notre volonté. Et nous continuerons toujours par se battre pour cette musique africaine qui a de la valeur. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dogbé, Monsieur Jean Lolognon Dogbé. Je rappelle donc que vous êtes le président du comité d'organisation de Africa Sings. Et Africa Sings qui commence? Ça commence la semaine prochaine à partir de mercredi 19 jusqu'au dimanche 23. Le dimanche 23 qui sera la cérémonie de clôture également sera festive. On aura des parades dans toute la ville parce que, je le disais tantôt, c'est 1000 festivaliers qui arrivent chez nous, des 1000 chanteurs. Et quand je parle de 1000 chanteurs, vous serez d'accord avec moi, avec le bruit divin. Voilà. Merci beaucoup et bon festival à vous. Merci à vous, madame. Et nous poursuivons cette édition pour susciter l'engouement des populations à participer massivement et activement au 5e recensement général. Le ministre d'État en charge de la décentralisation a rencontré cet après-midi les responsables religieux et coutumiers, histoire de leur permettre d'être des relais auprès de la population. Le compte-rendu de cette rencontre avec Yata Aratem. Autour de la table, des chefs traditionnels et leaders religieux venus de tous les pays. Au cœur des échanges avec le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale et le ministre conseiller du président de la République, le prochain recensement de la population et de l'habitat, le 5e du genre. La réussite de l'opération passe également par l'implication de ceux-ci, un rôle qu'ils entendent jouer pleinement. Il ressort de la sensibilisation que nous avons reçue que c'est une obligation pour chaque citoyen de se faire recenser. À partir de là, comme leader religieux, notre rôle sera d'expliquer à nos fidèles l'importance de ce recensement et de les amener et tout doucement à bien se préparer, à recevoir les agents de recensement et à faire leur devoir de citoyen. Et nous repartons bien outillés. Ce qui serait très important, c'est le relais de l'information. Une fois de retour dans nos cantons ou bien dans nos préfectures, on va inviter les autres, leur relais l'information. Et ce serait chose faite aussi à l'intérieur des cantons. Nous devons être confiants du fait que s'il faut se référer à la feuille de route gouvernementale, nous devons bien comprendre le bien fondé de ce recensement, qui ne mise que sur le développement. Pour un recensement réussi, nous devons nous dévêtir de nos manteaux politiques. Le ministre conseiller du président de la République, Pressem Fetiou, a transmis aux participants le message du président de la République, message qui traduit l'attachement du chef de l'État à la réussite de l'opération. Mobilisons-nous pour un recensement bien fait et réussi, a-t-il conclu. S'adressant aux leaders d'opinion, le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, Payado Aboutessi, les a exhortés à plus d'ardeur. Qui mieux que vous peut aider le pays à sensibiliser les populations pour le succès de ce recensement, a laissé entendre le ministre d'État. Le recensement, c'est du 23 octobre au 12 novembre 2022. Le matériel est disponible, les agents recenseurs formés, à la population de jouer sa partition, se faire recenser. Et pour terminer, je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du vendredi 14 octobre 2022, le nombre de cas confirmés s'élève à 39 243. Le nombre de personnes guéries est de 38 793. Le nombre de cas actifs s'élève à 163. Le nombre de décès est de 287. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et voilà donc, c'est sur ce point sanitaire que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.